Émilie, bonjour. Bonjour. Bonjour Émilie. On Bonjour. va commencer par une question un peu dure, c'est comment te présentes-tu? J'ai vu que c'était une question que vous posiez à tous vos invités. C'est vrai que c'est pas facile de se présenter. Donc, moi, je suis Émilie Le Guignec. Je suis la cofondatrice d'un groupe qui fait du marketing d'influence, qui s'appelle Digital Brand Maker, DBM. Et on a 3 agences. Une agence qui représente des talents, une qui accompagne les marques sur leur stratégie d'influence et une qui fait de l'événementiel, stratégie d'image plutôt. Ok. Et à côté de ce côté business, je suis vice-présidente du premier syndicat professionnel de l'influence et des métiers de la création de contenu, donc l'UMIC. Et je suis également présidente du comité éthique de cette même fédération. En même temps, c'est une réponse parfaite parce que tu as ouvert la porte à 10 000 questions sur tout ce que tu fais. Et surtout, elle est claire cette réponse Ouais, pour une c'est fois. vrai. C'est vrai qu'on a toujours des gens qui Oui. font plein de trucs très différents. Et Dans la c'est- création, mais toi, Ouais. tu fais plein de trucs différents, mais plutôt dans les coulisses ou derrière de tout ça. Donc, c'est hyper Après, je suis pas intéressant. une créative. Comme beaucoup de profils que vous Ouais. recevez, moi, c'est plus carré. C'est plus relou aussi. Ah, mais c'est nécessaire. Voilà, on passe plus de temps dans des tableaux à faire de l'administratif et à des trucs, effectivement. Du coup, avant peut-être de parler effectivement du sujet UMIC, quel est ton parcours? Comment tu es arrivé à travailler? Tu venais du marketing à la base, comment tu as été... En fait, j'ai un parcours un peu bizarre, un peu inattendu, puisque au tout début, j'ai fait de la recherche en neurobiologie. Donc, en fait, Ok, ça n'a rien à voir. Mais c'est stylé. C'était très stylé, j'ai beaucoup aimé. Mais après, je me voyais pas chercheur, donc j'ai interrompu ma thèse et j'ai rattaqué avec une école de marketing communication. Je travaillais en agence, j'ai travaillé chez l'annonceur. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est très important pour moi, qui est une de mes meilleures amies et qui était déjà créatrice de contenu, blogueuse à l'époque, donc c'était en 2012. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, il y a des agents aux États-Unis, ça marche. En fait, il y en avait déjà en France un peu, mais alors vraiment, enfin, on se connaissait pas les uns les autres. Mm. Je pense on n'était pas, on n'était pas beaucoup. Et elle m'a dit, tu devrais te lancer. Et je lui ai dit, écoute, allez, banco, je vais faire ça. Et donc, ça fait 9 ans, ça fera bientôt 10 ans que je fais ça. Et c'est quelque chose qui t'intéressait déjà en tant que consommatrice. Tu consommais un petit peu les réseaux sociaux Eh et ben, les pas du tout. créateurs et créatrices de contenu ou pas? Non. Non. Je lisais peu de blogs, j'étais pas très férue de réseaux sociaux. J'étais passionnée de communication au sens large, Ouais. mais pas spécialement C'est un virus qui m'est venu évidemment après. Mais en le travaillant, j'ai développé vraiment une fascination pour ce support qui n'a fait que s'enrichir, qui est, enfin, là même, on en parlait juste avant, en off, de l'IA. Enfin bref, il y a tellement de... On est sur un secteur qui est plein de potentiel, qui est hyper polymorphe, qui peut devenir ce qu'il veut en fait. Enfin, c'est une surface d'expression que j'adore. Ouais, qui est une expansion folle et c'est passionnant ce qui se passe en ce moment. ça me ferait presque une transition pour parler de l'UMIC. Parce que justement, on parle donc de ce... Tu l'as bien amené, l'idée que c'est un secteur d'activité qui s'est professionnalisé énormément ces 10-15 dernières années. Ouais. Et donc, l'UMIC rentre aussi dans cette logique et cette démarche de professionnalisation. Est-ce que tu peux, donc tu l'as déjà un peu présenté, mais nous présenter l'activité et quel est le projet de l'UMIC? Ça fait 3 ans, je crois, de mémoire. Ça fait 2 ans, c'était en 2 ans? 2023, Ok. en janvier Avec la loi 2023. influence. Quand on a commencé, en fait, on s'est fédérés au moment où on a tous été entendus, enfin l'idée en tout cas est née lorsque le secteur a été entendu par Bercy dans le cadre de ce projet de loi qui était donc encore, qui n'avait pas encore été promulgué. Et c'est vrai qu'il y a eu besoin, on a senti qu'il y avait de l'intérêt de la part un des porteurs, enfin des 2 députés qui proposaient la loi, mais aussi du gouvernement. À l'époque, c'était Bruno Le Maire à Bercy. Et on a senti qu'il y avait un intérêt, quand même une certaine volonté de ne pas abîmer ce secteur qui est hyper dynamique économiquement, et en même temps une incompréhension totale. Ils étaient complètement largués. Donc nous, en face, acteurs de l'influence, hyper large, créateurs de contenu, agents, il y avait besoin déjà de parler d'une seule voix, premièrement, pour être un peu audible, cohérent, et puis réfléchir ensemble à ce qu'on voulait tous.
Donc c'est là qu'est née vraiment l'idée de monter une première fédération. Ça correspond aussi à ce secteur qui venait un peu à maturité aussi. Donc on s'est fédéré la date officielle, c'est janvier 2023. Et depuis, ça a déjà beaucoup changé, beaucoup évolué. On a pu recruter une déléguée générale, Bénédicte de Kersauzon, qui a quand même révolutionné la fédération. Il faut savoir qu'on est tous bénévoles. Donc tout le monde peut s'inscrire à l'UMIC. Enfin, on verra après, il y a quelques critères évidemment, mais globalement, c'est ouvert à tous. Et tout le monde peut donner du temps ou pas à la fédération. Donc les gens, tous les professionnels sont bénévoles. Et après, il y a Bénédicte qui est la seule réellement embauchée par l'UMIC pour faire avancer nos sujets. Et c'est vrai que, elle est de partout. On a 1 milliard d'enjeux aujourd'hui, demain. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Et ça ne ressemble plus à la fédération qu'on a fondée en 2023. Et du coup, tu parlais de un peu ce moment fondateur qui a été ce projet de loi en France, qui, pareil, de mémoire, a été le premier pays, notamment en Europe, je crois, à travailler, à discuter, à mettre en place des lois comme ça. Et donc, votre rôle à l'époque, vous étiez déjà consulté avant, et donc vous avez eu une implication dans ce projet de loi de conseil, de consultation de la part des décideurs et décideuses politiques. Du coup, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Et il y a quand même un truc à souligner, ce que tu disais. C'est vrai que c'était la première fois en Europe, il y a eu une initiative législative pour encadrer ce secteur. Et pour une fois, en France, on est très en avance de phase. Que ce soit même l'opinion publique vis-à-vis de sa connaissance de l'influence, mais aussi des pouvoirs publics. Il y a, pour une fois qu'on fait les choses bien, et qu'il n'y a pas de French bashing. Donc c'est quand même important de le souligner. Et oui, il y a eu un véritable intérêt. Pour le coup, il n'y a pas que nous qui avons été audités. Il y a aussi eu des associations de victimes, il y a eu bien sûr les marques, les syndicats de marques, d'autres acteurs de la régulation. Il y avait d'autres fédérations professionnelles, mais plus RP traditionnelles, qui ont été auditées. Et puis, il y a eu une consultation publique, il y a 19 000 personnes, c'était ouvert à tous. Il y avait un site, il me semble, de mémoire. Et tout le monde pouvait participer, donner son point de vue sur l'influence. Donc, j'ai trouvé... moi, j'étais complètement extérieure à cet univers politique, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail d'essayer de comprendre qui étaient les forces en jeu, les différents acteurs, comment est-ce que protéger au mieux les audiences, parce que c'était quand même ça qui était dans la ligne de mire du gouvernement à l'époque, et des députés qui portaient la loi, mais tout en n'abîmant pas un secteur qui est quand même hyper prometteur. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en 2023. Et du coup, donc, l'UMIC, pour le moment, c'est une initiative française. Est-ce qu'il y a des ponts déjà avec d'autres pays francophones type, alors, la Suisse n'est pas dans l'UE, mais j'imagine peut-être la Belgique ou, je sais pas, au Luxembourg, ou même peut-être Andorre, je ne sais pas, il y a peut-être des... Bonjour les auditeurs, auditrices d'Andorre. En fait, pas que les pays francophones. On a une fédération européenne qui s'appelle l'EIMA. Et donc, avec nos homologues, donc il y a allemand, anglais, belge, italien, espagnol, de mémoire. Et donc, on essaye, parce que bien sûr, il y a ce qu'on fait en France au niveau législatif, mais comme vous le savez, c'est surtout au niveau européen. Et la législation européenne, elle prévaut sur ce que nous, on fait en France. D'ailleurs, la loi 2023, elle a failli être un peu retoquée par l'Europe. Donc, c'est bon, ils ont trouvé un consensus. Mais donc, oui, maintenant, on parle même d'une seule voix à Bruxelles. Et l'autre difficulté, effectivement, c'est que parfois, en tout cas, côté des fois créateurs, créatrices et certains agentes indépendants, c'est des métiers qui sont assez solitaires. Ouais. Il y a eu des tentatives, donc avec la Guilde des vidéastes, il y a quelques années, d'un peu de fédérer une partie de ces créateurs, alors qui étaient principalement, je crois, 95% créateurs et créatrices plutôt qu'agences ou marques. Donc aujourd'hui, quelles sont même vos techniques d'approche, où l'idée, c'est d'aller recruter et d'être rejoint par plus de créateurs, créatrices, d'agences aussi. Enfin, quelle a été un peu la démarche pour aller chercher en fait ces gens-là, et comment vous arrivez à présenter l'intérêt, par exemple, en gros, si je reformule la question, pardon, c'est qu'est-ce que ça peut apporter à un créateur ou une créatrice, et ou à une agence ou une agent? Alors déjà, ça dépend à qui on parle. Il faut savoir, pour bien replacer les choses, l'UMIC, c'est 4 collèges, on appelle ça, donc 4 types de métiers. Donc créateurs de contenu, les agents, les agences d'influence, et aussi tout ce qui va être solutions technologiques.
comme Call Square par exemple, Tracker, Reach, voilà, qui ont un métier quand même un tout petit peu différent et qui méritaient d'avoir un segment un peu séparé. Et donc on représente ces 4 secteurs déjà. Par exemple, par rapport à la guilde des vidéastes, déjà c'était il y a très longtemps et je pense que le secteur n'était pas arrivé à maturité réellement. Et puis, c'était pas forcément multi-métier. Or, c'est quand même très important qu'on parle tous ensemble. C'est là qu'on a le plus de poids et qu'on est aussi très complémentaires dans nos compétences. Nous, à l'UMIC, aujourd'hui, on représente la plupart des grandes agences et grandes agences d'agents aussi. Et pour les créateurs de contenu, il y en a à peu près 150 aujourd'hui qui adhèrent directement, mais maintenant ils peuvent aussi adhérer via leur agence. On a créé voilà, cette possibilité pour eux d'adhérer plus facilement via leur agence. Et c'est vrai qu'on a, nous, notre rêve, ce serait qu'il y ait encore plus de créateurs de contenu en France qui comprennent nous, nos enjeux et le fait qu'on se bat vraiment pour eux. Vraiment, c'est plus encore que pour les agences ou les agents. Ce qui nous occupe le plus de temps, c'est défendre leurs intérêts. Et en effet, ce sont des métiers très solitaires. Et pour accompagner des créateurs, et comme vous, depuis très longtemps, je sais, c'est des gens qui sont pas forcément faciles à aller chercher ou déjà qui sont très occupés qui ont des plannings de fou, qui sont en permanence aussi sur les réseaux. Enfin, on sait tout le poids aussi que ça représente. Et donc, ils ne voient pas forcément tout de suite l'intérêt de se fédérer. Or, il y en a un énorme. Je veux dire, en ce moment, on parle de comment est-ce qu'on les protège du cyberharcèlement, comment est-ce qu'on fait en sorte que leur identité ne soit pas dévoilée publiquement, leur identité de société, ce qui est factuellement aujourd'hui dans la loi. Donc, on s'est battu pour ça. En fait, pour pouvoir les protéger, il y a beaucoup de choses qu'on fait avancer. Et c'est vrai qu'on aimerait, il y en a 150 aujourd'hui, mais vraiment, on aimerait que ce soit encore plus et qu'ils prennent encore plus le pouvoir de l'UMIC. Il faut savoir qu'au COMEX, donc c'est comme dans ces comités exécutifs, comme dans toute association de cette taille-là, il y a donc un espèce de board un peu qui dirige, ou en tout cas qui acte des décisions pour l'association. Et il y a des représentants de chacun des collèges, donc y compris des créateurs. Il y a Victor Apchi et... Alors, il y a Victor Apchi, il y a Marie Enjoy Phoenix, il y a Charles Gastro, il y a Mamad de Impact Story, Mamadou Dembélé. Voilà, et je n'ai pas forcément tout le monde en tête, mais qui représente un peu un panel qui est élu, assez on est riche tous élus. de la création de contenu. Je veux dire, Exactement, oui, il n'y a pas de Marie, typologie. qui est une ancienne, on va dire, de YouTube, avec des verticales très différentes de Mamad ou de Victor, qui lui est beaucoup plus format court. Enfin, ça représente un peu tout le panel, quoi. C'est je trouve très intéressant. Exactement, et l'objectif, c'est un peu, qui même me suit, c'est tous ceux qui ont envie de donner du temps ou qui peuvent le faire sont les bienvenus. On n'est d'ailleurs pas obligé d'être au comité exécutif pour participer. En fait, il y a tellement de chantiers qu'on fait maintenant des groupes de travail. Après, qui a envie de donner du temps est complètement le bienvenu, la bienvenue, pour faire avancer les choses et se dire, ok, moi, j'ai un réseau là-dedans, je peux peut-être vous aider, je peux prendre le lead, je peux faire quelques réunions avec... après, on met tout en commun. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est du collectif, quoi. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Pourquoi vous n'avez que, c'est déjà énorme, mais que 150 par rapport aux milliers de reach possibles pourquoi il n'y a pas plus de créateurs et de créatrices de contenu qui rejoignent l'UMIC aujourd'hui ? Mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui adhèrent de manière indirecte vis-à-vis de leur agence et qui se disent que quand leur agence est leur agent, j'entends, adhère à l'UMI, quelque part, ils en font partie, ce qui est le cas, parce qu'ils sont adhérents au second degré, mais ils sont peut-être un peu moins partie prenante, mais ils reçoivent les informations tout autant, ce qui est un format aussi que je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, là, on parle vraiment des plus gros, ceux qui sont en agence, mais au final... Là où on a peut-être encore plus d'intérêt quand on est créateur de contenu, c'est pour les plus petits, ceux qui n'ont pas forcément accès, qui n'ont pas forcément un agent dédié à 100%, qui peut leur faire redescendre toutes les infos, ou un agent qui est lui-même à l'UMIC. Et il y a tellement de ressources.
Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par des super spécialistes, que ce soit en fiscalité, que ce soit sur les contrats. Donc nous, on a des contrats à l'UMIC, des contrats vierges, des contrats types dont tous les adhérents peuvent utiliser. On a des formations sur, ça peut être par exemple sur les enfants mannequins. Comment est-ce qu'on travaille au sein d'une collaboration? Parce qu'il y a beaucoup de réglementations par rapport à ça. Enfin, il est un sujet, la musique dans les partenaires commerciaux. Et à chaque fois, on a un avocat qui a créé un document ressources qui prend de son temps bénévolement aussi. Et franchement, je tiens à remercier aussi, j'en profite pour tous les experts qui nous accompagnent et qui donnent beaucoup de leur temps, aux créateurs notamment, pour les former sur différents sujets, les agents aussi. Donc voilà, est-ce que je pense que c'est la communication, ça fait que 2 ans qu'on existe. Ouais. Donc il faudrait qu'on puisse faire des campagnes de communication, mais en fait il faudrait qu'on soit partout. Donc je pense que ça va se faire petit à petit. Plus ça ira, et c'est déjà le cas. Plus ça va, plus on est nombreux. Vous augmentez, bien sûr. Mais je pense que vous souffrez de toute façon, on le voit aussi notamment en France, que les syndicats, même de manière générale dans les mondes professionnels, perdent en impact. Parce qu'il y a aussi plein de corps de métiers qui maintenant sont explosés entre différents secteurs. Et là, c'est vrai qu'on parlait du côté métier un peu isolé, mais on le voit même dans le rapport des fois des créateurs et créatrices avec les plateformes. C'est-à-dire que certaines n'ont pas compris qu'ils ont parfois des revendications, des choses qui ne leur plaisent pas sur les plateformes, mais c'est pas pareil de s'adresser à YouTube ou TikTok individuellement que de dire bonjour, nous on représente X centaines ou milliers de créateurs et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cela ne fonctionne pas. Et ça, il y a encore un peu du mal, qu'il y avait déjà cette difficulté avec la guilde des vidéastes, et je pense que malheureusement, vous allez l'avoir encore un petit peu, et ça va, j'espère, changer un peu, de dire, comme tu disais bien, c'est l'intérêt de ne pas rester seul dans son coin. Et en fait, il y a plein de créateurs et créatrices, comme tu le sais bien, qui ont souvent les problèmes qui reviennent. On parlait de la fiscalité, tu vois, des histoires de droit, des histoires d'intelligence artificielle, qui est un sujet d'actualité. Bien sûr. Si Et chacun la dans son propriété coin, intellectuelle qui va avec. chacun dans son coin dit je veux protéger mon image, c'est pas la même chose que de parler avec les législateurs, de parler avec les plateformes au nom de ces personnes-là. Donc, et en fait, on fait factuellement avancer les choses. Depuis qu'on a été créé en 2 ans, le travail, il est fou. On discute avec les plateformes. On a mis en place des canaux d'échange privilégiés avec eux pour que, quand par exemple il y a un compte qui est suspendu, qu'on puisse le réhabiliter. Quand il y a des trades de malveillants, de harcèlement, de pouvoir les faire arrêter, parce qu'on travaille avec une association qui est ce qu'on appelle signaleur de confiance. C'est un statut qui est donné par l'ARCOM et qui permet à cette association, qui a un statut particulier, de faire supprimer des comptes et des commentaires en 1 heure. Et nous, on a un canal avec eux qui nous permet de faire supprimer et de faire remonter ces cas de harcèlement en ligne, par exemple. On a créé une safe place pour les femmes. On discute avec YouTube, avec Meta pour une meilleure redistribution de la richesse auprès des créateurs, parce que c'est notre énorme enjeu. Nous, c'est aussi les sources de revenus des créateurs de contenu aujourd'hui. Tu as des plateformes un peu bonnes élèves, comme YouTube, qui vont reverser beaucoup. Et puis, tu as des plateformes qui ne reversent rien aux créateurs de contenu. Donc, nous, on échange avec eux. On échange avec aussi les législateurs et aussi avec Bruxelles pour pouvoir agir sur les plateformes et un peu les forcer aussi parfois à faire de la redistribution de valeur. On échange beaucoup avec le CNC, par exemple, grande victoire de cette année. Je ne sais pas si vous savez, mais les plateformes, elles payent 50 millions environ au CNC de revenus qui sont quand même directement générés par la créateur économie. Au CNC, et jusque-là, le CNC en reversait 2 millions via le fonds Talent. Aujourd'hui, cette année, on a augmenté de 1 million. Alors, ça fait toujours que 3 sur 50. C'est 1 million supplémentaire. Et surtout, il a été reformulé aussi. Et franchement, le CNC a quand même ouvert ses chakras pour travailler avec nous. Et ils ont quand même été à l'écoute. Et ils en tout cas, les formats d'attribution sont un peu mieux fléchés maintenant vers les créateurs de contenu versus les boîtes de production plus traditionnelles. Donc ça, c'est des victoires. En étant ensemble, ça me fait penser à ce mantra. J'aime pas trop les phrases comme ça, mais ensemble on va plus vite. Mais tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. J'ai horreur de ça, mais en vrai, la force du collectif, quoi. C'est intéressant. Je vais mettre les pieds dans le plat, je vais être un peu... Bien sûr. Je t'avoue que je parlais en mon nom. Quand j'ai vu l'UMIC arriver, je me suis dit trop bien. C'est une nécessité dans ce milieu. Quand j'ai vu les premières actions de l'UMIC, peut-être que j'ai
t'es complètement à côté de la plaque. Hein. C'est vraiment qu'une impression. J'ai eu l'impression que c'était vachement le syndicat des agences plutôt que le syndicat des créateurs et des créatrices de contenu. Ce qui m'a vachement refroidi. J'entends dans ton discours l'opposé, ce qui me fait vachement plaisir. Parce que nous, c'est quelque chose qui nous est vraiment très proche. On a une agence parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Mais concrètement, nous, tout ce qu'on veut, c'est aider les créateurs et les créatrices de contenu à faire du contenu. Que ce soit en prod, en gérant leurs affaires, leur carrière, leurs contrats, etc. Mais on n'a pas vocation vraiment à être une multinationale de l'influence, quoi, tu vois. Donc ton discours me fait vachement plaisir parce que c'est vraiment ce qu'on attend de ce type de syndicat. Parce que sans la protection des créateurs et des créatrices de contenu, il n'y a pas ce milieu-là. Il n'existe pas. Donc les agences ne peuvent pas exister, les agents ne peuvent pas exister et les call squares ne peuvent pas exister. Donc tout repose sur eux, quoi. Donc il y a vraiment une protection hyper importante. Et en effet, je le vois un petit peu dans ton discours, mais je le vois aussi un petit peu plus dans les actions que vous avez aujourd'hui, où vous avez en effet pris beaucoup la parole et organisé des événements autour du harcèlement, des choses comme ça qui pour l'instant n'existaient pas encore sur le papier. Vous en parliez, mais ça n'existait pas encore sur le papier. Donc c'est hyper positif, je trouve, et ça moi, me donne envie du coup de venir agir avec vous, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à apporter sur ce terrain-là, parce qu'on connaît aussi pas mal dans ce milieu-là, mais ouais, ça donne envie en effet de joindre les forces, quoi. Clairement. Mais venez, hein. En vrai, il y a plein de choses. On travaille en ce moment avec ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture sur l'impact qu'ont les créateurs de contenu, et en tout cas le rempart qu'ils peuvent représenter sur la désinformation et la mésinformation sur les réseaux sociaux, parce qu'on reçoit beaucoup de tentatives d'ingérence étrangère. Le secteur au global. Par exemple, là, les agents ont un vrai rôle à jouer. Reconnaître ces tentatives qui sont parfois hyper touchy, qui ne sont pas forcément hyper faciles à reconnaître. Tu n'as pas un État méchant qui t'écrit pour te dire voilà, je voudrais conquérir le monde. Non, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, du coup, on fait de la formation. On fait de la formation avec une association qui s'appelle Fake Off pour former les agents, les créateurs. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Comment est-ce qu'aussi on adopte une méthode journalistique pour le recoupement des sources? On travaille avec les créateurs de contenu purement info, du type de Gaspard, qui est notre Gaspard G, qui est notre vice-président, et on est co-vice-président tous les deux, avec également Charles Villa, de travailler sur un statut des créateurs de contenu info, qui soit parallèle à celui des journalistes, et qui ne viennent pas non plus empiéter sur celui des journalistes, mais les deux ont besoin de coexister aujourd'hui dans notre société. Donc, comment est-ce qu'on les fait vivre et comment est-ce qu'on s'assure aussi d'un cadre, pas légal, mais d'autorégulation. Bref, il y a tellement de choses à faire. Plus on est, plus on va faire avancer les choses. Et alors, comment ça marche de manière très concrète quand on est une agence ou un agent, une agente ou un créateur pour s'inscrire et rejoindre l'UMIC? Est-ce qu'il y a des conditions, des critères d'entrée ou de sélection, entre guillemets? Sélection, je dirais pas, mais en effet, on a fait, c'est le comité éthique qui les a rédigés, des chartes pour chacun des collèges. Donc, tu as une charte pour les créateurs, etc., agents, agences. Ce sont un peu des obligations de moyens, pas forcément de résultats, mais pour notre objectif, c'est d'avoir, dans les chartes, il y a 2 volets. Tu as la déontologie, genre les bonnes pratiques. Quand tu es agent, la transparence. Enfin, ça peut paraître évident, mais c'était important de le poser sur le papier. Transparence des pourcentages, intégrité, loyauté. Enfin, voilà, un certain nombre. Elles sont sur le site, on peut les consulter librement. Et puis, il y a un volet plus éthique, qui est celui de un peu responsabilisation de chacun vis-à-vis de la société. Donc, il y a un volet, par exemple, protection des mineurs, évidemment, l'exposition des mineurs, exposition des animaux aussi, impact RSE des différentes actions, quand on est agence, par exemple, qu'on organise un voyage de presse. Enfin, voilà, tout est accessible sur le site. Et donc, quand on adhère à l'UMIC, on adhère et on s'engage à respecter ces chartes. Elles sont pas non plus... on a essayé de faire quelque chose qui soit quand même le plus inclusif possible. Mais en effet, si on ne la respecte pas, et ça peut entraîner une éviction de l'UMIC. Voilà. Et après, on a des créateurs comme Pas d'achat de followers, par exemple, quand
quand on est un créateur, voilà, Et vous avez déjà eu des rejets de candidature, que ce soit côté créateur ou agence, ouais? Oui, on en a déjà eu. Donc là, c'est le rôle du comité éthique de se réunir Et de statuer. et de statuer. Voilà, il est déjà arrivé que des agences qui avaient eu de mauvais comportements avec des créateurs de contenu, par exemple, voilà, à qui on a dit peut-être pas tout de suite. Nous, voilà nos exigences un peu en termes d'éthique et de déontologie. Et on est complètement... Parce que le but, c'est pas de faire les white hats, ce que je veux dire. En fait, le secteur, on le fait évoluer et on l'emmène tous ensemble. Donc, on ne voulait pas faire quelque chose d'exclusif, d'excluant plutôt. Le but, c'est de dire à tout le monde, venez et on va tous vers... pas forcément tous les mêmes pratiques, mais au moins une standardisation. Voilà les bonnes pratiques du secteur. On s'accorde tous pour faire comme ça. Et puis voilà, on va emmener les choses vers du mieux. Donc oui, ça nous est déjà arrivé de dire pas tout de suite. Voilà peut-être des points d'amélioration, mais discutons-en. Enfin, il n'y a pas de porte fermée non plus. Et concrètement, ça coûte combien ? Parce que je connais même pas les tarifs. La grille tarifaire, elle est sur le... c'est sur le site, ouais. Sur le site. Alors, pour les créateurs de contenu, c'est peu cher. Et c'est en fonction du nombre d'abonnés. Mais au max, c'est pas une grosse somme d'argent. C'est plus cher pour les agences. Et c'est en fonction du chiffre d'affaires. Okay. Et donc, comme tu disais, les créateurs et créatrices que l'agence représente, du coup, sont aussi... membres de l'UMIC à travers leur agence. Alors, à travers leur agence, ils ont accès à toutes les formations, les outils, etc. Et après, s'ils veulent, c'est mieux qu'ils adhèrent en direct. On parle d'une centaine d'euros par an, en moyenne. 100 à 150 euros par an. C'est par exemple on a un accord avec une plateforme pour de l'assistance psychologique. Donc ça, faut être adhérent en direct. Pareil pour faire partie des groupes d'échange avec TikTok, Meta. C'est mieux d'être adhérent en direct. Mais sinon, en dehors de ça, qui sont les choses où les services qui sont quand même où il est nécessaire d'avoir adhéré soi-même. Sinon, on peut bénéficier de tout le reste via son agence. De ce que toi, tu peux identifier, quels sont aujourd'hui les plus gros problèmes, selon vous, ou en tout cas dans ce que vous avez comme retour pour les créateurs et créatrices de contenu, pour se professionnaliser ou dans leur activité? C'est pas une interro, c'est juste quels sont les... Comment est-ce qu'on peut les aider au mieux ? Par exemple, il y a des sujets un peu relous mais essentiels, genre la fiscalité. Moi, je fais partie du groupe de travail fiscalité. Au départ, je m'étais dit, je vais pas tirer le gros lot. En fait, c'était passionnant. Et pour le coup, on a travaillé vraiment avec les impôts. Normalement, ça devrait sortir. Bon, après, ça devrait être publié cette année, au début de l'année prochaine. Vraiment une mise au clair de ce que doivent déclarer les créateurs de contenu, notamment sur tout ce qui est dotation, gifting, etc., qui n'est pas du gift en fait, qui n'est pas un cadeau, c'est une relation professionnelle. Donc bref, nous on a listé tout un tas de situations avec eux, et eux en face ils ont répondu de comment on devait le traiter. Parce qu'en fait il y avait un flou énorme. Donc typiquement ça, personne n'a envie de s'y intéresser, mais c'est quand même le nerf de la guerre. On a des guides aussi de bonnes pratiques, parce que nous, on échange avec la DGCCRF extrêmement fréquemment, toutes les 2 semaines, avec eux. Donc, un guide de bonnes pratiques de comment est-ce que tu fais pour bien appliquer la loi. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu as un enfant, que tu veux faire une collaboration rémunérée, voilà, pareil, on a des outils d'accompagnement sur ces sujets-là. Voilà, il y a 1000 outils, parce qu'il y a 1000 questions en termes de création de contenu. Comment est-ce que je fais pour... faire valoir mes droits de propriété intellectuelle. Comment, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec la SCAM, comment est-ce que je m'inscris, comment est-ce que je fais pour obtenir une reversion de mes droits, etc. Voilà, on essaye d'être là à un peu toutes les étapes et de donner du conseil, quoi. Alors, question peut-être plus perso. Alors, tu disais que tu étais dans le groupe de travail sur la partie fiscalité, mais qu'est-ce que toi, tu aimerais changer ou voir évoluer très prochainement, ou un peu ton projet de cœur dans ce monde de la créateur économie, on va dire? Je dirais que
le sentiment de corporatisme. Je trouve il commence à être présent, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que vraiment le collectif, j'ai l'impression d'être un entraîneur de foot, mais en fait, Faut ça avoir un marche. accent. Si tu es entraîneuse de foot, Oui, j'attends un accent un peu plus chantant, quelque chose un peu collectif. ou de les gars. rugby, quoi. Voilà, C'est le le collectif. collectif. Ouais. Mais je pense vraiment que si on arrive à mettre toutes nos voix ensemble, et bien sûr celle des créateurs de contenu aussi, en fait, il y a aucune barrière, on peut arriver à tout faire évoluer, tout faire avancer. Et c'est ce sentiment, voilà, de cet esprit corporatiste que j'aimerais bien voir vraiment émerger dans notre secteur. Ça va donner quoi la loi Influence 2, là, selon toi? Alors, on a la chance quand même d'avoir 2 rapporteurs de cette loi qui sont très à l'écoute de la créateur économie, Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. Pour le coup, ils prennent du temps pour nous écouter. C'est quand même précieux. En fait, la démocratie, ça marche. C'est rassurant. Du coup, dans les grandes actions, nous, on aimerait remettre un peu l'action. C'est déjà dans la V1, mais sur l'égalité de responsabilité entre les marques, l'agent et les créateurs de contenu. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, et je ne sais pas si en tant qu'agent vous le voyez, c'est beaucoup sur le bout de la chaîne, donc sur le créateur de contenu, que même les contrats maintenant, ils arrivent, alors que c'est marqué dans la loi, hein, on est tous co-responsables. Mais tout revient toujours sur la responsabilité du créateur de contenu. Et quand on parle de sujets genre comme l'alcool ou des secteurs réglementés, la responsabilité du créateur est mise en avant plus, alors que c'est à ces entreprises-là de aussi porter cette responsabilité. Donc c'est déjà présent, mais on leur a en tout cas fait remonter que c'était quand même un vrai enjeu, qu'il fallait peut-être réinsister dans cette V1, dans cette V2, pardon. La répartition de rémunération de la part des plateformes et reversion de la valeur qui est générée par la créateur économie. Ça aussi, ce sera dans la V2. Et aussi sur le volet protection des créateurs de contenu en termes d'information publique et ce type de remontée qu'on a fait et qui vont remettre plus dans la V2. Ça, pour donner peut-être un peu plus de contexte, c'était vous qui nous écoutez, qui avez des micro-entreprises notamment, que vous êtes enregistrés auprès de l'INSEE, etc. Il y a plein de personnes qui en fait créent des entreprises individuelles à leur nom. Ça peut être par exemple Robert Tartampion, et donc il y a les adresses qui souvent sont les adresses personnelles pour la majorité, je pense, des auto-entreprises et qui étaient facilement accessibles parfois. J'ai le cas avec une créatrice qui voulait changer son pseudo et mettre un peu plus son vrai nom. Et juste, je lui ai dit en direct que c'est pas une bonne idée. J'ai tapé sur Google son nom et on voyait tout de suite son adresse avec... ou même je crois que c'était même l'adresse de ses parents. Enfin, il y avait des adresses perso qui ressortaient direct dans Google. Et de ce que j'ai compris, l'idée, c'était de trouver un moyen pour qu'il ne soit pas imposé à certaines personnes qui ont des entreprises individuelles, micro-entreprises, auto-entreprises, que leur nom soit forcément associé à une adresse postale qui, bien souvent, est la leur. Et on sait que malheureusement, il y a des créateurs et créatrices, aussi bien top créateurs, créatrices que petites, qu'entre guillemets, qui ont eu parfois des mauvaises expériences de... Ah oui, certains qui sont quatrième cambriolage, des agressions physiques, Inoxtag est obligé d'être sous protection, des situations qui ne devraient pas arriver. Donc à minima, si on peut rendre confidentielles ces informations-là, ça permettrait, je pense, d'éviter 80% des situations de ce genre. Trop bien. Donc ça fait partie aussi de la V2. On en parle comme d'un produit technique. Alors dans la V2, on aura de nouvelles fonctionnalités, on pourra aussi Après, faire des clics droits. Ça reste un projet démocratique, il faut que ce soit promulgué, il faut que ce soit voté. Il reste beaucoup de choses. Pour l'instant, elle n'a pas encore été soumise, elle est en cours de rédaction. Oui, ce qui est le contexte politique faisant que j'imagine que ce n'est pas facile de placer des lois en ce moment qui ne sont pas considérées comme parfois prioritaires. Prioritaires, c'est sûr que... des retraites, etc. C'est dur d'arriver en disant, regardez, nous, on a quelques milliers de personnes qui... Mais comme ça remonte au niveau européen... Du coup, c'est encore plus long. Allez. Ceci dit, ça intéresse quand même pas mal la classe politique de manière générale quand même. Les élections approcheront bientôt. Tout ira plus vite. J'ai vu qu'il y avait la loi italienne qui a été votée ou pas encore? Qui a été votée là, ça y est. Et par exemple, nous, on avait déjà échangé avec des parlementaires qui voulaient faire voter une loi qui surresponsabilisait, qui allait plus loin que la loi E20 sur l'alcool.
qui surresponsabilisaient avec des amendes gigantesques sur les créateurs de contenu. Et on s'est entretenu avec eux en disant, en fait, vous voyez, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Un énorme alcoolier Qui sait très bien le contenu de la loi. qui représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires versus un créateur de contenu qui, même s'il est un gros compte accompagné par un agent, c'est ridicule versus une énorme boîte qui a un service juridique et qui leur dit non, mais je vous assure, la loi E20 le permet, vous pouvez y aller, machin, etc. Alors que pas du tout. Donc en fait, il faut remettre l'église au centre du village. En fait, t'aimes bien ça. Hein. Mais j'adore les expressions de grand-mère. Les expressions, mais pas les... Faut pas pousser mémé dans les orties. Exactement. C'est ce qu'on a dit tout de suite. Je le sors au moins une fois par jour. Voilà, de dire... et donc, en fait, ils ont retiré cette mention-là. En tout cas, ils ont rééquilibré leur texte. Et c'est ça notre rôle. Non, mais c'est important parce qu'effectivement, typiquement les alcooliers, comme tu dis, qui connaissent la loi E20 depuis qu'elle existe, qui ont des services juridiques, qui ont des chartes de 100 pages avec ce qu'on peut faire et pas faire, forcément, s'ils tentent le coup, ça va être dur qui justifie qu'ils ne savaient pas. On ne pensait pas qu'il ou elle allait juste verser son verre devant la caméra sans dire que... Oui. On passe peut-être aux petites questions un peu plus perso pour en savoir un peu plus sur toi et des choix difficiles. Alors, tu es connecté au Wi-Fi, mais tu peux le faire juste de mémoire avec le téléphone. On va te poser des questions sur tes... Tu as le droit de prendre ton téléphone si besoin. Oui. Ok. Mais moi, j'aime bien que ce soit le premier truc qui vient en tête. C'est dur. Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée ? Je ne peux pas donner de créateur, créatrice de contenu préféré. J'ai une agence qui représente des talents. Je les aime tous et en vrai, c'est impossible de choisir quelqu'un qui... parce que tous les créateurs de contenu t'apportent dans leur ligne éditoriale quelque chose qui t'intéresse. Donc c'est vraiment les gens vous répondent, genre une personne. C'est plus dur. Souvent on dérive sur la question si tu devais faire découvrir un créateur ou une créatrice, connu ou pas. Alors on peut peut-être commencer par connu ou pas connu, mais après on aime bien aller chercher sur ta petite pépite, quoi. Il y a aussi la question que moi j'en ai un pépite. Ton créateur ou ta créatrice préférée, c'est aussi un historique aussi, je pense, des fois. Non, mais celui que tu regardes le plus, pas forcément. Ça ne veut pas dire que c'est celui que tu préfères par rapport à d'autres, mais celui que tu regardes le plus, ou celui un peu coupable, plaisir coupable, tu vois, que tu n'oses pas... Voilà. On a à l'agence, on a nos plaisirs coupables. Vous connaissez Baby Shark ? Tu sais que Baby Shark a fait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année ? C'est ton plaisir coupable ? Non, je dis ça complètement au hasard. Enfin, vraiment, je ne vois pas de quoi vous parlez. Et là, le téléphone sonne et c'est Baby Shark. Pour être son agent. Attends, ça a l'air de bien se passer. Non, mais en pépite, quelqu'un que j'adore et que je trouve vraiment smart, drôle. Il s'appelle Julien Magalès et il fait il a eu une chronique sur France Inter. Et en fait, lui, il a écrit 2 livres. C'est un historien du costume. Il est ultra brillant. Et en plus, il a une vraie plume. Il a un programme sur Urbania, si vous voulez aller regarder. C'est très drôle. Il décrypte en fait les anachronismes des costumes dans certains dans les séries clips, films, etc. Il a une plume géniale. Je l'adore. Et comme je suis passionnée d'histoire, c'est mon petit... je l'adore. Voilà. Trop bien. Et alors, ce qu'on fait parfois aussi, c'est qu'on impose une créatrice que tu aimerais faire découvrir. J'adore Sophie-Marie Larouille, que j'ai vue plein de fois en podcast. J'adore cette fille, je la trouve tellement brillante. J'adore le podcast d'Alice Moitié ces derniers temps, qui est vraiment mon passe-temps préféré. Dont l'épisode avec Sophie-Marie Larouille. Et l'épisode avec Sophie-Marie Larouille, avec Bilal aussi, qui est génial, qu'on présente à l'agence. Donc, j'adore ces deux créatrices podcasteuses. Oui, c'est aux créatrices podcasteuses. Fan de podcast. Doute. Moi, je dirais. Pardon, mais j'ai pas compris le rapport avec Baby Shark depuis tout à l'heure, parce qu'on parle de plein de sujets, mais... S'il devait y avoir conclusion, on met bien sûr les liens pour aller sur le site de l'UMIC, mais je pense que vous tapez UMIC dans votre moteur de recherche préféré, on vous trouvera facilement. Et voilà, on incite vraiment tout le monde, que ce soit agence, créateur, créatrice, à aller se renseigner, à creuser le sujet. Et puis, venez, plus on est nombreux, plus on agit. Ce serait une belle conclusion pour les anciens d'Internet. Allez, viens, on est bien. Viens voir tout ce qu'on peut faire. Eh bien, écoute, merci à toi pour ce petit temps d'échange. Merci à vous deux. Merci. Et puis voilà, j'ai envie de dire bonne continuation. On se reparle très vite et en attendant, crée, publie, recommence.